évidemment, je pense à toutes les trahisons, à ces fausses amitiés, au fait aussi d'avoir perdu tout ce que j'avais mis de côté à ce moment-là, tout ce pourquoi j'avais fait ça, en tout cas pendant des années. Et puis, au bout de 3 4 jours, je me dis, ben, ok, t'as joué, t'as perdu, bah, c'est peut-être le moment d'éteindre l'interrupteur. Donc j'attends le soir, le surveillant il passe, je l'entends ouvrir un œilleton, il passe au deuxième, puis à ma porte, donc il regarde, il referme, puis je l'entends repartir, je l'entends ouvrir la grille au fond du couloir et la refermer derrière lui. Et à ce moment-là, je défais mon drap, j'avais écrit un mot que j'ai laissé sur la table pour mes enfants, je défais mon drap, je le passe autour du barreau, je passe autour de mon cou, et vraiment à ce moment-là, en fait le surveillant n'était pas parti, il avait fait semblant, il rouvre mon œilleton, il sonne l'alarme, ils ouvrent ma porte, ils m'enlèvent le drap. Il s'assoit à côté de moi, il me dit, écoute, je suis la dernière personne à avoir ma place à côté de toi pour une raison qui est simple, mon père s'est fait tuer par un voyou. Et il me dit, je vais te dire quelque chose. T'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'avoir envie d'en finir, mais par contre, je vois sur la table que t'as laissé un mot à tes enfants. Il y a une chose que t'as pas le droit, c'est de laisser un tel héritage à tes enfants. Je ne le savais pas, enfin, je l'ai découvert évidemment au fil du temps, mais des trahisons aussi fortes, j'aurais jamais pensé que c'était possible, parce que ce détenu, c'est comme quelqu'un avec qui j'étais pendant 2 ans en cellule. C'est quelqu'un, je lui ai envoyé des mandats pendant 10 ans, j'ai pris des avocats, je me suis occupé de sa femme et de ses 5 gosses, je les ai logés. Quand il est sorti, je l'ai accueilli, je lui ai donné de l'argent tout de suite. Quand je l'ai rentré dans mes affaires, c'est aussi parce qu'il était demandeur. Mais là, non seulement il m'avait volé, il m'a balancé. Ils ont même essayé à l'époque de mettre un contrat sur ma tête pour éviter qu'il y ait des représailles. Bon, pas de chance, c'était un ami à moi à qui ils sont adressés, donc il n'y a pas eu de suite. Mais enfin voilà, autant de trahison. Justement, par rapport à la justice, tu as passé 32 mois de... Non, ouais, exactement, 32 mois de prison pour des faits que tu n'as pas commis. Oui, j'ai été condamné une fois à 32 mois pour des faits que je n'avais pas commis. Sur le moment, j'étais plus jeune, je me disais que bah, quelque part, voilà, c'était peut-être une façon de payer pour les choses pour lesquelles je n'avais pas été pris. C'était dur quand même, parce que bah, quand on est innocent, quand on sait qu'on est innocent, mais qu'on a un casier, on sait très bien qu'on ne peut pas être entendu. Donc c'est quand même une véritable torture psychologique. Après, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut la vivre, il faut l'assumer. Donc bah, j'ai rebondi là-dessus, voilà, en me mettant dans la tête, voilà, bah, c'est pour les choses que tu n'as pas payées, et puis bah, faut la faire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Exactement. Et tu as passé aussi 6 mois dans l'isolement, en isolement, Ouais. pardon. Comment on peut passer 6 mois en isolement? Enfin, comment ça se passe à l'intérieur? En fait, la prison, c'est quelque chose de dur, quoi qu'on en dise. L'être humain n'est pas fait pour vivre enfermé. Prenez un chien, mettez-le dans une cage jour et nuit pendant 6 mois, libérez-le, il va mordre tout le monde. Enfin voilà. Pour un être humain, c'est pareil. Je veux dire, un être humain n'est pas fait pour vivre enfermé. Et quand on parle d'isolement, quand on parle de quartier disciplinaire, c'est pas seulement l'enfermement, c'est l'enfermement dans l'enfermement. Parce que quand vous êtes en prison, vous voyez des gens, vous avez des petits effets personnels dans votre cellule, vous pouvez vous faire un café. Quand vous êtes au mitard, on vous enlève absolument tout. Donc vous êtes vraiment seul avec vous-même et les minutes qui se transforment en heures, les heures qui se transforment en jours, plus aucun contact avec personne, plus rien pour vous occuper, juste tous vos démons qui reviennent à vous. Et quand vous êtes à l'isolement, c'est un peu pareil, à part qu'on vous laisse vos effets personnels, mais vous n'avez plus le droit de contacter qui que ce soit. Donc les seules personnes avec qui vous avez un échange, c'est les surveillants qui vont vous fouiller à chaque fois, avant chaque promenade où vous êtes seul, à chaque retour de promenade. Donc vous avez l'impression vraiment de ne plus rien représenter pour la société. Parce que là, vous étiez détenu, là vous n'êtes même plus détenu, vous êtes vraiment rien. Vous êtes vraiment rien, on vous a enterré vivant quelque part et le monde pourrait s'arrêter de tourner, vous n'en rendrez même pas compte. Donc c'est une vraie torture psychologique. Après moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est mon fils. Parce que je me battais pour le voir, je me battais pour avoir ce droit, parce qu'il avait le droit de me connaître. Enfin, il n'avait pas à payer en tout cas ce conflit qu'il y avait entre moi et le magistrat. Donc c'est ça qui m'a fait tenir, c'est vraiment le combat que j'ai mené pour voir mon fils et voir le reste de ma famille de toute Ouais, façon. c'est la famille, bien sûr. Parce que ça devait être quand même assez difficile. Et justement, comment tu as fait pour gérer tous ces transferts? Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est vrai que l'être humain, il a cette capacité de s'adapter assez facilement. C'est compliqué, c'est tout le temps plein de conflits, parce que ce que vous achetez dans une prison est interdit dans la prison suivante. Donc c'est vraiment un conflit continuel avec les agents pénitentiaires. À chaque fois, il faut se réadapter, à chaque fois, il faut essayer de reconnaître assez rapidement notre entourage, parce que la confiance en prison est très compliquée. Après, il n'y a pas le choix, de toute façon, il faut avancer, donc il faut rebondir systématiquement. Tu as fait combien d'établissements exactement? Au total, j'en ai fait 22 en France. D'accord, ok. J'en ai fait 22 en C'est énorme. France. Après, mon plus gros soutien, ça a été ma mère qui est toujours venue me voir, qui m'a toujours soutenu, qui m'a jamais lâché. Ça a été les compagnes que j'ai eues, mes épouses, voilà, qui ont vraiment été là du début à la fin.
Et puis après, ça a été cette reconstruction qu'on continue, hein, que ce soit en thérapie, que ce soit mes cours par correspondance, que ce soit les relations que je continue à vivre avec l'extérieur, avec mes proches. Tous ces courriers que je pouvais écrire. Voilà, c'était vraiment le fait de refuser de ne pas continuer à vivre. Toutes mes prisons, j'ai toujours refusé ça. Il fallait que la vie elle continue, quoi qu'il se passe. Et c'est ce que je me suis forcé de faire. C'est ce qui m'a permis de tenir. Et puis, il y a eu quand même un incident à un moment donné qui était important. Quand j'étais en cavale, j'étais arrêté en Espagne après avoir été volé, balancé par des proches. Et pourquoi tu as choisi justement cette ville Costa Brava? Parce que tu étais en Parce que cavale justement en Espagne. Et... ouais, j'avais des amitiés sur place, j'avais des faux papiers, puis j'avais un billet pour pouvoir partir pour le Brésil après. Donc voilà, c'était juste une étape. Tu étais en cavale pendant un mois? Pendant 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. 1 an et demi. Pardon. Et puis ça me permettait aussi de gérer mes affaires depuis là-bas. Et donc j'étais arrêté, j'étais extradé en France, j'étais demandé par 4 tribunaux. Et à la finale, j'étais condamné à 17 ans et 8 mois pour trafic de stupéfiants. Donc quand je me suis retrouvé en prison, déjà 17 ans, jamais je me serais attendu à une telle peine pour du trafic de stupéfiants. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient là pour homicide, qui avaient pris moins que moi. Donc c'était vraiment une peine éliminatoire. Et j'avais surtout cette colère en moi, parce que la trahison, c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'avais vraiment été blessé par cette trahison de gens qui étaient très proches depuis des années. Et les premières années, c'est vraiment la haine et la colère qui me permettaient de tenir. Je faisais 6 heures de sport par jour, j'étais vraiment un fauve, quoi. Je veux dire, j'étais inapprochable, c'est vraiment la colère qui m'animait. Et puis un jour, je suis dans ma cellule, c'était à mes 40 ans, j'étais en train de préparer des gâteaux pour fêter mon anniversaire. Bref, je demande à prendre ma douche, il y a un surveillant qui arrive, qui était une tête de con et qui était un peu dans la provocation. Et ça s'est un petit peu envenimé entre lui et moi. Puis à la finale, je lui ai juste craché au visage en lui disant que voilà, que c'était pas un homme et que ça s'arrêterait là. Et puis bon, j'étais conduit au mitard, j'ai pris 30 jours au mitard. Et lorsque je suis arrivé au mitard, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve complètement isolé tout, on est seul avec soi-même. Et là, tout doucement, il y a les choses qui arrivent à moi. Donc les premiers jours, je pense, mon divorce, une des conséquences de mes choix. Les enfants que je vois pas, déjà parce qu'ils sont loin, pas parce que j'étais interdit de les voir à ce moment-là. Et 17 tu refusais en plus de les voir en prison, comme tu disais tout à l'heure. Mon fils à ce moment-là, ouais. Oui, parce que voilà, je voulais pas reproduire ce qui s'était produit avec ma fille et je voulais pas qu'il soit affecté en tout cas par ça. Puis après voilà, puis on se dit quand même 17 ans, j'ai 40 ans, d'ici que je sors, ça y est, la vie elle est derrière. Puis alors évidemment, je pense à toutes les trahisons, à ces fausses amitiés, au fait aussi d'avoir perdu tout ce que j'avais mis de côté à ce moment-là, tout ce pourquoi j'avais fait ça en tout cas pendant des années. Et puis au bout de 3-4 jours, je me dis ok, t'as joué, t'as perdu, c'est peut-être le moment d'éteindre l'interrupteur. Donc j'attends le soir, le surveillant il passe, je l'entends ouvrir un œilleton, il passe au deuxième, puis à ma porte, donc il regarde, il referme, puis je l'entends repartir, et je l'entends ouvrir la grille au fond du couloir, et la refermer derrière lui. Et à ce moment-là, je défais mon drap, j'avais écrit un mot que j'ai laissé sur la table pour mes enfants, je défais mon drap, je le passe autour du barreau, je passe autour de mon cou, et vraiment à ce moment-là, en fait le surveillant n'était pas parti, il a fait semblant, il rouvre mon œilleton, il sonne l'alarme, il ouvre ma porte, il m'enlève le drap. Il s'assoit à côté de moi, il me dit écoute, je suis la dernière personne à avoir ma place à côté de toi pour une raison qui est simple, mon père s'est fait tuer par un voyou. Et il me dit je vais te dire quelque chose, t'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'avoir envie d'en finir, mais par contre je vois sur la table que t'as laissé un mot à tes enfants, il y a une chose que t'as pas le droit, c'est de laisser un tel héritage à tes enfants. Quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment percuté, et je me suis dit ok, on va remonter la pente. J'avais toujours cette colère évidemment qui m'habitait. Je me suis dit, voilà, maintenant il faut remonter la pente pour mes enfants parce que je leur dois. Et c'est là où j'ai commencé tout doucement à me reconstruire. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ma deuxième épouse, donc que je ne connaissais pas. On s'est parlé pendant 6 mois au téléphone parce qu'elle n'a pas eu de permis de visite avant ce délai. Voilà, j'ai découvert qu'elle avait été violée, donc on a essayé de parler de ça au téléphone pendant des jours et des jours pour l'aider à se reconstruire, à mettre des mots sur les choses. Et en fait, elle a transformé toute la haine que j'avais en moi en amour. Et c'est cet amour-là qui m'a sauvé la vie. Alors souvent, elle m'a dit, encore aujourd'hui, elle me dit tu m'as sauvé la vie. Julien, en fait, je crois qu'on s'est sauvé mutuellement. C'est ça qui est beau, c'est ça l'amour. Vous êtes apporté ce qu'il vous fallait, on va dire, mutuellement. Tout à fait. Et au bon elle a su te comprendre et tu as su la comprendre. Exactement. Et avancer ensemble. Et justement, en fait, on n'est pas revenu assez sur ton année de cavale. Ouais. Tu continuais en fait à faire des trafics et tout ça. Surtout dans le stupéfiant, on va dire. Et tu avais déjà des contacts là-bas?
Où t'es arrivé là-bas et au fur et à mesure, t'as commencé à connaître les gens. Quand je suis sorti donc sur l'erreur de procédure, bon, je savais de toute façon ça n'arrêtait pas l'affaire, je savais que je serais condamné et que le juge allait tout faire pour me remettre en prison très rapidement. Et comme je venais juste de me séparer de mon épouse, même si on était encore sous le même toit, donc je savais que voilà, de toute façon j'allais me mettre en cavale. Donc j'ai repris tout de suite les contacts que j'avais dans la région, enfin en France. J'ai trouvé deux, trois personnes pour faire les allers-retours que je ne pouvais plus faire parce que je ne pouvais plus me déplacer. J'ai commencé à préparer tout de suite des faux papiers et puis dans mes contacts, on m'a refilé des adresses donc en Espagne. Je suis parti une première fois pour rencontrer les gens, pour discuter un petit peu de la suite à donner. Je suis parti de chez moi, donc de chez mon époux. J'ai pris un appartement sous un faux nom en Vendée. Donc j'ai commencé à gérer mes affaires depuis la Vendée, tout en préparant par rapport à l'Espagne. J'ai accueilli un ancien détenu de qui je m'étais occupé pendant 10 ans, un ancien braqueur. Et je lui ai proposé en fait de prendre le relais en France, donc de prendre ma place dans cet appartement qui était sous un faux nom. Je lui ai laissé une voiture, une moto, les clients que j'avais ici. Et je lui ai dit que moi j'allais partir en Espagne, que je m'occuperais pour faire arriver toute la marchandise jusqu'à lui et qu'il avait juste à la redistribuer. Et puis qu'on partageait à part égale, enfin voilà, entre la personne d'Espagne, moi et lui. Et donc j'ai mis un petit peu tout ça en place. Je suis parti en Espagne, voilà, où tout de suite j'avais un logement qui m'attendait et je gérais vraiment tout là-bas. Sauf que très rapidement, en fait, la personne que j'ai mis en place, dès qu'il a vu une somme un petit peu plus importante, je crois que c'était 60 000 euros, en fait, il a tout pris et il s'est barré. Et t'as doublé, on va dire. Ouais. Ah, il Pourtant, m'a complètement doublé. t'as essayé de l'aider, justement. Qu'est-ce que t'as appris sur les rapports humains, justement, dans ce milieu? Que quand il y a de l'argent comme ça, il n'y a pas de vraie amitié. De toute façon, je l'ai vu au fil de toutes ces années de prison. Quand on est dehors, on est hyper entouré. Quand il y a de l'argent, on est super entouré. Puis dès qu'on est en prison, en fait, il n'y a plus personne. Je me suis rendu compte que quand il y a de l'argent en jeu, les gens ils peuvent vous tuer pour essayer de prendre votre place, pour vous prendre votre argent. Il y en a pour leur liberté, ils n'hésitent pas à balancer. T'étais prêt à ça? Absolument pas. Non? Absolument pas, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'entier et je me suis toujours donné à 100%. Moi, pour un associé, j'aurais été prêt à donner ma vie. J'ai grandi avec cette mentalité. Et, Ouais, t'es très fidèle, c'est vrai. Franchement. j'aurais jamais imaginé en fait que tout le monde n'était pas comme ça. Mm. Je ne le savais pas. Enfin, je l'ai découvert évidemment au fil du temps. Mais des trahisons aussi fortes, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Parce que ce détenu, c'est comme quelqu'un avec qui j'étais pendant 2 ans en cellule. C'est quelqu'un, je lui ai envoyé des mandats pendant 10 ans. J'ai pris des avocats, je me suis occupé de sa femme et de ses 5 gosses. Je les ai logés. Quand il est sorti, je l'ai accueilli, je lui ai donné de l'argent tout de suite. Quand je l'ai rentré dans mes affaires, c'est aussi parce qu'il était demandeur. Mais là, non seulement il m'avait volé, il m'a balancé. Ils ont même essayé à l'époque de mettre un contrat sur ma tête pour éviter qu'il y ait des représailles. Pas de chance, c'était un ami à moi à qui ils sont adressés, donc il n'y a pas eu de suite. Mais enfin voilà, autant de trahison, jamais je l'aurais vu possible. Vraiment jamais. D'autant plus que quand il a disparu avec mon argent, moi j'étais convaincu qu'il avait été arrêté. Malgré que j'étais en cavale, malgré que j'étais en Espagne, sur le moment je me suis dit, s'il s'est fait arrêter, c'est de ma faute, c'est mes affaires, j'en suis responsable, il vient de faire 20 ans. J'ai demandé une arme à mon collègue en Espagne, car j'étais prêt à venir braquer la gendarmerie pour le faire sortir. Et c'est mon collègue en Espagne qui m'en a dissuadé en me disant que si je faisais ça, de toute façon, on nous tuerait à un moment donné ou à un autre. Et il m'a dit, le mieux que tu as à faire, c'est vraiment d'assister le jour où tu sais où il est. Et finalement, j'ai su qu'il n'avait jamais été arrêté et qu'il m'avait juste volé. Ouais, franchement, c'est dur, hein. C'est pas. Et justement, à ta sortie de prison, on va dire, en aidant un ami à toi, t'es resté fidèle à tes principes, t'as pris 32 mois de prison, on va dire, pour avoir rendu service pour des faits que tu n'as pas commis, on va dire. En fait, il y a eu deux choses. Quand je suis sorti de prison, mon avant-dernière peine, donc déjà, quand j'ai fait cette longue peine, des 17 ans, j'avais décidé de toute façon que c'était fini, que c'était plus pour moi, parce que j'avais trop été déçu, que je me suis rendu compte que le code de l'honneur, il n'existait plus. Et je me suis dit, je suis pas fait pour cette vie-là, j'en veux plus. Ah. Donc je suis sorti, j'ai commencé à travailler tout ça. Mais il y avait tellement de choses de nouvelles dans ma vie que j'avais besoin de pouvoir me ressourcer de temps en temps. Donc j'avais gardé 3 amitiés fortes, donc 3 personnes que je voyais, qui savaient que j'avais tout arrêté. Moi, je savais qu'eux continuaient. Mais bon, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On se voyait, on discutait de tout, de rien. Enfin voilà, il n'y avait aucune tentation d'aucune sorte. Et puis à un moment donné, il y a un d'eux qui s'est fait arrêter et qui m'a demandé de lui rendre service. Donc juste de récupérer un truc qu'il avait chez lui, de le donner à quelqu'un. Et je me suis fait arrêter à ce moment-là. Et tu travaillais en plus à cette époque-là? Je travaillais, j'étais complètement rangé, j'avais refait ma vie tant professionnelle que sentimentale, que
voilà, j'avais retrouvé une place dans la société qui était complètement différente de tout ce que j'avais connu Tu étais auparavant. réinséré, tu travaillais à Emmaüs, justement, Oui, dans tout à fait, l'audiovisuel, tout à fait. Je travaillais dans l'audiovisuel pendant 2 ans et ensuite j'étais devenu veilleur de nuit chez Emmaüs, dans le social, dans le justement, social, quelque chose qui me chez plaisait Emmaüs. énormément. Donc voilà, j'étais arrêté à ce moment-là. Bon, j'avais un tort, c'est que j'ai quand même rendu service, donc je savais que ce que je faisais était illégal. Mais c'était pas pour gagner quoi que ce soit, enfin j'étais vraiment juste un service. Et donc quand j'ai été arrêté, donc pendant cette dernière peine de prison, c'est là que j'ai compris que quand on veut s'en sortir, il n'y a pas de choix. On est obligé de refermer la porte à tout son passé, amitié compris, parce que tôt ou tard, même si on fait plus rien, on peut revenir en prison simplement parce qu'on est en train de marcher à côté de quelqu'un sur qui les flics vont être pour X raisons. Et donc, à cette dernière peine, mes collègues qui étaient incarcérés avec moi, avant les transferts, j'ai tous été les voir les uns après les autres en leur disant les mecs, là, je vous dis pas au revoir, je vous dis adieu parce que je reviendrai pas en prison. Et du coup, je suis parti en très bon terme avec mes derniers associés. Puis voilà, puis quand je suis sorti comme un nouveau-né, j'ai tout reconstruit à zéro. Et justement, pendant ces 22 ans de prison, tu as essayé de t'évader? Est-ce que tu es arrivé, on va dire, enfin, est-ce que tu as essayé justement, où tu as touché vraiment auprès du but? Euh, on peut pas tout raconter parce que je pense pas qu'il y ait la prescription sur tout. Oui, il y a eu Ok, des tentatives de toute façon. J'ai été soupçonné de tentatives d'évasion à plusieurs reprises. Il y a eu des choses de retrouver, voilà. Donc ça aurait pu se faire, oui, tout à fait. d'accord. Tu voulais le faire tout seul ou tu avais peut-être. En général, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes Quand intérêts, donc généralement ça se fait à plusieurs. Le fait d'avoir passé 22 ans de prison, cela t'a-t-il aidé? Je pense que ce qui m'a aidé, c'est pas forcément le fait d'avoir passé autant d'années en prison, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de temps. Mais pour être honnête avec moi-même, le fait d'avoir été en prison, je pense déjà que ça m'a sauvé la vie. Parce que c'est vrai, quand j'étais jeune, avec tout ce groupe du quartier, aujourd'hui on n'est plus que 5 survivants sur une cinquantaine de gamins. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu la prison, je ne serais plus là non plus. La prison, elle m'a permis de trouver un temps euh, que j'ai su mettre à profit pour reprendre les études, pour apprendre à lire, à écrire, pour avoir des années de thérapie aussi, pour comprendre un petit peu tout ce que je traînais depuis mon enfance et tout ce que j'avais à réparer en moi pour me sentir bien aujourd'hui. Mais je pense pas que ce soit la prison en elle-même, parce que la prison en elle-même, ça a été aussi beaucoup de souffrance. Ça a été beaucoup de souffrance. J'aurais pu mourir quand j'étais au mitard, quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. Mais en tout cas, voilà, j'ai su utiliser en tout cas ce temps-là pour essayer d'en faire quelque chose, mais aussi parce qu'il y a eu toutes les rencontres que j'ai pu faire pendant ma détention, des détenus de longue peine qui ont su me conseiller, qui ont su m'orienter. Notamment Euh, Foued. à ma dernière peine, oui, tout à fait, il y a eu un très très bon ami, Foued, avec qui j'ai vraiment passé les 2 dernières années de prison. On travaillait ensemble, on faisait notre sport ensemble, on parlait de religion. Avant de sortir, il m'avait offert un Coran en français, donc il m'a permis de découvrir cette religion, parce que je venais de trouver la foi très très peu de temps avant. D'accord. Dans un premier temps, j'étais baptisé comme chrétien Mhm. pendant ma détention. Et puis, au fil du temps, donc sur mes derniers mois de détention, j'ai lu le Coran, je suis sorti, j'ai continué à lire et je me suis converti à l'islam. Donc, qui m'a apporté un grand bien-être et qui m'apporte un grand bien-être au quotidien. Fouad, c'est aussi cet ancien détenu, cet ancien co-détenu qui m'a permis de trouver mon emploi, puisque ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis en CDI D'accord. dans une entreprise donc, qui est tenue par un ami à lui. Il t'a aidé pour te réinsérer? Il m'a aidé pour me réinsérer parce que la première année que je suis sorti, j'avais beau postuler à 10 annonces par jour. À chaque fois, c'était mon âge qui bloquait, mon inexpérience, le manque de diplôme et surtout le casier judiciaire, puisque systématiquement, on demande le casier judiciaire. D'accord. Pour être facteur, pour être préparateur de commandes, pour être chauffeur-livreur, et vraiment, tout le temps, c'est ce qui revenait. Donc j'ai eu vraiment cette chance-là déjà d'apprendre un métier, puisque je suis expert en recherche de fuite, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, et dans lequel je me sens vraiment bien. Mais pour y arriver, à un moment donné, j'ai aussi réussi à avoir un deuxième emploi comme veilleur de nuit dans une autre association, Aurore, donc où j'étais veilleur chez un centre d'hébergement pour migrants. D'accord. Donc pendant 3 ans, j'ai cumulé les 2 emplois, donc j'avais 2 temps pleins. T'as connu ta femme actuelle? J'ai également effectivement rencontré ma femme actuelle. En fait, cette dernière peine de prison, elle m'a permis de faire beaucoup de rencontres positives. D'accord. Il y a eu d'abord cette directrice de prison qui a lu mon livre, qui m'a aidé à le corriger, qui m'a fait confiance et qui s'est engagée avec moi, en tout cas dans les différentes demandes que j'ai pu faire par rapport à ma sortie. Il y a eu les aumôniers de la prison qui m'ont accompagné quand j'ai trouvé la foi. Il y a eu
Mon visiteur de prison qui est venu me voir pendant les 2 ans, qui était présent à chaque fois que j'ai eu une permission de sortie, qui m'emmenait faire mes démarches, qui me ramenait à la prison, et qui est devenu mon parrain, et qui est devenu mon ami aujourd'hui. On se voit assez régulièrement, enfin 3-4 fois dans l'année, soit chez lui, soit chez nous. D'accord. Et j'ai eu effectivement, vers la fin de ma peine, cette rencontre avec mon épouse, qui est mon pilier à l'extérieur, qui est à mes côtés tous les jours et vraiment qui me tire vers le haut. Voilà, ça a été vraiment plein de rencontres, de bonnes rencontres qui m'ont permis en tout cas de m'en sortir complètement et de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, en plus de mon travail, j'essaie de témoigner régulièrement, de faire de la prévention. Et je suis en train de monter mon association pour pouvoir intervenir en milieu fermé comme en milieu ouvert. Parce que ça me paraît important de pouvoir partager un petit peu ce parcours pour éviter à des gamins de reprendre le même, ou pour aider aussi ceux qui ont envie de s'en sortir, parce que comme je disais, les mains tendues, elles sont vraiment importantes si on veut y arriver. Bien sûr, et la directrice de prison qui a également, elle t'a aidé à faire le livre. Oui, qui m'a déjà corrigé le livre, enfin on en a beaucoup parlé, ça m'a permis vraiment de retravailler dessus, et avec qui je suis toujours en contact. Aujourd'hui, depuis que je suis sorti, je suis en contact aussi bien avec cette directrice de prison qui est au Baumettes aujourd'hui, qu'avec mon visiteur de prison, qu'avec les différents aumôniers qui m'ont accompagné, avec ma conseillère d'insertion et de probation. C'est vraiment des gens qui font partie maintenant de mon entourage proche et qui continuent à m'accompagner dans cette nouvelle vie. La prison, le problème, c'est que, comme je dis souvent, la prison, c'est une punition qui en soi n'est pas utile, parce que la punition, elle n'aide pas à réfléchir sur ce qu'on a fait, elle aide juste à réfléchir sur ce qu'on nous fait subir. Donc elle nous alimente en colère, elle nous alimente en incompréhension. Mais la sanction, celle que moi je me suis infligée depuis que je suis sorti dans la démarche qui est la mienne, celle du témoignage, c'est là où j'ai l'impression de réparer ce que j'ai fait en reprenant une place en tant que citoyen, simplement en délivrant des messages, en témoignant régulièrement. Je trouve que c'est aujourd'hui que je répare vraiment ce que j'ai pu faire dans le passé. Le problème de la prison, si ça fonctionnait, on ne serait pas encore en train d'en construire. On ne battrait pas tous les mois le record de surpopulation. Le problème de la prison, c'est qu'aujourd'hui, on y met des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Leur place, ça devrait être en psychiatrie pour qu'ils puissent être soignés. Aujourd'hui, on les met en prison. Si on mettait tous les gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme dans des centres de désintox, où on pourrait vraiment les accompagner par rapport à leurs problématiques, ça libérerait aussi des places en prison. Si on prenait tous ces gamins qui rentrent pour la première fois en prison, qu'on les mettait en chantier extérieur, en placement extérieur, en semi-liberté, en bracelet électronique, ça leur donnerait une chance déjà de ne pas se faire un carnet d'adresse en prison et peut-être de trouver un changement dans leur vie, un autre parcours, une autre direction. Et ça libérerait encore une fois des places en prison. Et si on libérait déjà toutes ces places, peut-être qu'on pourrait vraiment travailler sur la réinsertion avec les délinquants les plus endurcis, ceux en tout cas qui resteraient encore en prison. Parce qu'aujourd'hui, la réinsertion, elle est celle qu'on arrive à se faire par nos propres contacts, par nos propres rencontres, mais la société en tout cas n'y participe pas vraiment, puisqu'elle n'est pas encore prête à ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est un petit peu dommage, c'est qu'il y a tellement peu d'intervenants. Quand on voit qu'un conseiller d'insertion et de probation, il a entre 100 et 120 dossiers, de quelle manière il peut aider les gens, c'est pas possible. Bien sûr. Et justement, par rapport à la réinsertion, est-ce que tu crois à la réinsertion? Pour toi, est-ce qu'elle est possible, Yannick? Encore une fois, si elle est possible, c'est vraiment par le biais de son propre relationnel, de sa propre détermination, mais vraiment par soi-même. Mais si on attend cette réinsertion de la part de la justice, de la part de la société, elle est inexistante. Parce que tout ce qu'on vous propose quand vous sortez de prison, quand on vous propose quelque chose, parce qu'aujourd'hui la majorité des sorties, c'est des sorties sèches, donc sans aucun projet derrière, et même quand c'est avec un aménagement de peine, c'est tout le temps soit une formation qui n'aura aucun aboutissement derrière, soit un travail précaire qui aura absolument aucun débouché, en tout cas rien qui pourra permettre à l'ancien détenu de reprendre confiance en lui, de trouver une raison de se battre. On est un peu livré à nous-mêmes alors. On est complètement livré à nous-mêmes. J'ai un exemple frappant. Il y a une association qui est tenue par un ancien détenu qui font de la réinsertion, qui est basée à côté de Limoges. Ils avaient proposé d'accueillir un détenu dans leur association, qui ont un taux de réussite de 85%. Le juge d'application des peines a dit non parce qu'il estimait qu'ils n'étaient pas assez cadrants pour cette personne. Cette personne est sortie en sortie sèche, SDF. Il était dans la rue, il avait 1,60 € sur lui en sortant de prison. Et par chance, les gens de l'association sont tombés dessus dans la rue. C'est comme ça qu'on a su qu'il était sorti en sortie sèche. Et ils l'ont quand même accueilli. Et aujourd'hui, il s'en sort. S'ils n'avaient pas pu retomber dessus, ce gars, il serait juste SDF. Et forcément, il aurait eu toutes les chantiers retournés. Et c'est malheureusement une réalité qui se répète trop souvent.
Effectivement. Et j'avais une question aussi à te poser. As-tu le nom de l'association que tu vas faire? Pour l'instant, le nom que j'envisage, c'est Mur. D'accord, murmure. Mur pour les murs de la prison, et Murmure pour ce témoignage et ces messages qu'on essaye de faire passer, qui ont toujours du mal à aller très loin. Tous ces messages aussi que les détenus essayent de crier, D'accord. et qui sont malheureusement pas assez entendus à l'extérieur. On t'encourage et franchement, je te souhaite beaucoup de réussite dans cette voie-là. Et franchement, qui te va très bien parce que je pense Merci que ça, beaucoup. ça, ça te fait du bien aussi, je pense. Ça te parle, ce genre d'initiative. Bah, ça me parle énormément parce que je me dis que bah, quand on a un parcours comme celui-ci, on ne peut pas le garder juste pour soi. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est aussi une façon de réparer nos erreurs. C'est d'aider autour de soi, c'est d'en faire quelque chose d'utile. Et puis, je pense aussi que quand on fait autant d'années de prison, on s'en sort pas indemne. On a forcément des séquelles qui sont là. Et quelles Et sont tes séquelles, pardon? quelles sont mes séquelles? euh, Bah là, j'ai repris une thérapie il y a 5 mois à peu près, parce que justement, j'essaye de les découvrir. Il y en a déjà qui étaient évidents quand je suis sorti. Pas un exemple tout bête. Ça fait peut-être 15 ans où j'ai pas dormi ne serait-ce que 6 heures d'affilée. D'accord. Je me réveille 10, 15, 20 fois par nuit. Un peu moins maintenant quand même. Et ça, c'était dû au fait que pendant des années, j'avais une surveillance particulière et on passait à la porte de ma cellule toutes les heures, de jour comme de nuit. Et la nuit, systématiquement, on ouvre l'œilleton, on allume la lumière et on tape à la porte pour être sûr que vous êtes vivant. Quand vous vivez comme ça pendant des années, bah forcément, pour retrouver un équilibre la nuit, bah ça prend vraiment de temps. Encore aujourd'hui, je ne passe pas plus de 2 ou 3 heures consécutives à m'endormir, quoi. Et quelle est la différence entre l'homme que tu étais et l'homme que tu es aujourd'hui, Yannick? Je Euh, pense qu'il y a une évolution qui s'est passée ah, entre-temps. il y a une très très grande évolution. Même avec ta reconversion à l'islam, on va dire, ça peut peut-être t'apporter Ça apportait beaucoup de choses. En fait, j'ai vraiment énormément. l'impression qu'on est deux personnes totalement différentes. Je pense que je pourrais parler de celui que j'ai été comme si je parlais d'un frère jumeau. Il y a eu une véritable coupure. On appelle ça la désistance. La désistance, c'est quand il n'y a plus aucune hésitation entre le avant et le après. C'est quand c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est passé. C'est quand on est complètement sorti de la délinquance. Il y a vraiment un avant et un après. Avant, j'étais le gars qui était perdu, qui pensait pouvoir réparer tous les manques affectifs qu'il avait en gagnant de l'argent, en se créant, en s'inventant une vie. Aujourd'hui, j'ai compris que bah, en fait, l'argent ne fait absolument rien de tout ça, que les D'accord. fausses amitiés qu'on va chercher dans la délinquance n'apportent absolument rien non plus, et que c'est au contraire, c'est dans les choses qu'on fait au quotidien, les petits actes, les petites choses qu'on apprécie au quotidien, qui font de nous les êtres humains qu'on est. Et, Et c'est juste, ce qui est vraiment important. d'accord. Et justement, aurais-tu un message à passer aux jeunes qui traversent actuellement ce que tu as vécu auparavant? Bah, ce que je peux leur conseiller, c'est déjà de comprendre que quand les choses sont pas simples dans notre vie, c'est difficile de trouver la voie seule. Donc c'est important de voir les mains tendues quand il y en a et de les accepter. Comme je dis souvent, la délinquance, c'est pas la richesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est toujours la prison. Et malheureusement, c'est aussi bien souvent la mort. Cet argent qu'on croit gagner, il ne faut pas oublier quand on est en prison, quand on a notre mère qui fait 300 ou 400 kilomètres pour venir vous voir au parloir, à qui on demande d'enlever son soutien-gorge pour pouvoir passer sous le portique, qui va faire des heures de ménage pour pouvoir vous envoyer un mandat, qui se saigne pour pouvoir payer un avocat, bah finalement, je vois pas où il est l'argent qu'on gagne. C'est vraiment l'inverse, en fait. On fait payer à nos familles ce qu'on imaginait pouvoir gagner. Et en tout cas, la vie, c'est pas ça. En tout cas, franchement, merci beaucoup déjà d'être venu. Franchement, ton C'est histoire vraiment. nous a vraiment beaucoup émus. Tu viens de loin, franchement, et merci beaucoup. En tout cas, ton témoignage, j'espère qu'il sera utile aux plus jeunes. Parce que franchement, tu es légitime de parler. Tu es légitime, en tout cas, lisez le livre. On va le présenter dans quelques minutes. En tout cas, bah, merci en tout cas. Et je voulais savoir, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Bah déjà, merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir invité. Parce qu'effectivement, pour pouvoir témoigner, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très très important. Si je suis heureux aujourd'hui, je suis pas malheureux. Déjà, ça c'est une certitude. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir pour vraiment pouvoir dire un jour que je suis heureux. En tout cas, je suis sur la bonne voie. Je me sens en paix avec moi-même, je me sens en paix avec mon histoire. Je suis heureux, je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Et je continue à essayer en tout cas de m'améliorer jour après jour. Mais je suis en tout cas heureux des gens qui m'entourent.
ben voilà, ceux qui m'épaulent et qui m'entourent, c'est des gens bien. Et je leur dois beaucoup, en tout cas, sur cette réussite. Au-delà les murs. Voilà, encore disponible, vous pouvez le procurer partout.